Et donc, nous nous retrouvons dans un système, chaque après 5 ans, 3 ans, 4 ans, avec les mêmes personnes qui deviennent, soi-disant, des acteurs de la paix, une fois qu'ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient, soi-disant, dans le gouvernement. Ils repartent encore dans ces schémas de la destruction de la paix. Alors, pour ma part, nous ne pouvons pas construire la paix avec les personnes qui ont manifestement travaillé pour la destruction de cette paix. Et notre contribution doit être, d'abord, c'est d'exiger qu'il y ait la paix. C'est-à-dire, nous ne devons jamais prendre position ni des uns ni des autres, si ce n'est que de nos désirata. Nos désirata à nous, c'est quoi? C'est la paix. Nous, en tant que population, nous avons également notre pouvoir. Notre pouvoir, c'est dans les urnes. Il ne peut y avoir de paix sans justice. Et une fois que nous semblons bâtir une paix sur des accords de paix qui ne s'articulent pas autour des aspects de la justice, nous sommes en train d'aller vers l'échec et ça ne sera pas une paix. Bonjour et bienvenue de partout où vous nous retrouvez pour notre nouvel épisode de Invectus Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Evelyne Ombeni. Elle est juriste, elle est avocate. Bonjour et bienvenue. Merci. Qu'est-ce que nos auditeurs ne savent pas de vous? C'est un peu difficile de faire de sa présentation. Je pense que c'est l'exercice le plus difficile de ma vie. Au fait, oui, je suis Evelyne Ombeni, je suis juriste et je suis avocate et je suis de la République démocratique du Congo. Et je travaille depuis plusieurs années dans les procès internationaux, notamment devant la Cour pénale internationale dans la représentation légale des victimes. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission aujourd'hui. La question que je pose souvent est de savoir 26 ans après, qu'est-ce qui manque à la RDC pour avoir finalement la paix? La paix s'est construite. Et il faut, et pour construire, il y a ce qu'on appelle des projets de construction. Et ces projets de construction ne peut provenir que de ceux qui ont les moyens de pouvoir ramener la paix. Et malheureusement, dans le cas de la République démocratique du Congo, ceux qui semblent avoir le moyen de pouvoir ramener la paix, malheureusement, sont la plupart des cas les mêmes qui ont été impliqués dans la destruction de cette paix. Ce qui rend encore les choses plus compliquées. Ça rend en effet les choses plus compliquées. Ceux qui sont animés de la bonne volonté de pouvoir reconstruire la paix, essayer de faire un pushing, essayer de faire quand même une sorte de lobbying, malheureusement, ils semblent en fait être butés à une difficulté. C'est-à-dire, ceux qui ont le pouvoir et les moyens de pouvoir imposer cette paix, d'abord, ils n'imposent pas la paix, ils imposent des processus, notamment de réconciliation, soi-disant nationale, qui aboutissent à des accords de paix également justes et des non. Et par ces processus, ils octroient des amnisties à ces personnes qui ont commis des crimes, qui ont participé à la destruction de cette paix. Et nous nous retrouvons au fait avec des gens qui ont commis des crimes, qui ont apporté quand même leur contribution dans la destruction de la paix, qui se retrouvent au fait dans des gouvernements. Et donc, nous nous retrouvons dans un système, chaque après 5 ans, 3 ans, 4 ans, avec les mêmes personnes, les mêmes individus, qui changent peut-être juste des noms, qui deviennent, soi-disant, des acteurs de la paix. 4 ans ou 3 ans plus tard, une fois qu'ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient, soi-disant dans le gouvernement, parce qu'ils ont été amnistiés et de ce fait, ils ont été promus à des postes. Une fois qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient obtenir au travers de ces accords, ils repartent encore dans ces schémas de la destruction de la paix. Alors, pour ma part, nous ne pouvons pas construire la paix avec les personnes qui ont manifestement travaillé pour la destruction de cette paix. Mais est-ce qu'il y a une solution alternative à ça? Parce que avec, comme vous l'avez dit, ce cycle des guerres que connaît les pays depuis plusieurs années maintenant, apparemment, la solution qui semble marcher, c'est le dialogue et la réinsertion de tout le monde dans les gouvernements. Est-ce qu'il y a une solution alternative et quelle serait cette solution? Il ne peut y avoir de paix sans justice. Et une fois que nous semblons bâtir une paix sur des accords de paix qui ne s'articulent pas autour des aspects de la justice, nous sommes en train d'aller vers l'échec et ça ne sera pas une paix. Nous sommes en train de bâtir ce qu'on appelle un empire d'impunité. Est-ce que la paix dans le contexte congolais s'impose? La paix dans le contexte congolais doit s'imposer, absolument. Ne surtout pas la négocier avec des gens qui
à chaque fois, utilise une sorte d'épée Damoclès contre la population, contre les victimes, pour nous chanter, au fait, une paix imaginaire. Nous ne voulons plus construire une paix avec cette catégorie des gens. Ceux qui doivent apporter la paix, ce sont ceux-là qui ont la possibilité et le pouvoir des décisions. Nous sommes quand même dans un pays. Nous avons des gouvernants et nous avons également des gouvernés qui sont moi et vous. Alors, ce sont ceux-là qui ont la capacité de décider. C'est parce que la Constitution et la politique leur octroient ces droits-là, leur octroient ces moyens. Ce sont eux qui doivent, en fait, donner les mécanismes, en fait, une sorte de ligne avec des mécanismes bien précis de comment on peut reconstruire cette paix qui a été presque 30 ans, en fait, bafouée par les mêmes individus, mais qui reviennent peut-être sous les différentes casquettes. Et nous, également, comme population, nous ne devons pas demeurer comme des actrices. Nous devons également être des personnes qui doivent apporter notre contribution dans la construction de cette paix. Et notre contribution doit être, d'abord, c'est d'exiger qu'il y ait la paix. C'est-à-dire, nous ne devons jamais prendre position ni des uns ni des autres si ce n'est que de nos désirata. Nos désirata à nous, c'est quoi? C'est la paix. Nous, en tant que population, nous avons également notre pouvoir. Notre pouvoir, c'est dans les urnes. C'est-à-dire, comment est-ce que nous pouvons construire la paix une fois que nous allons dans les urnes, nous allons voter des députés, nous allons voter des représentants qui ont été impliqués de manière directe ou indirecte dans la destruction de cette paix. Alors cela fait de nous des complices aussi de la destruction de la paix dont nous parlons ici. Donc c'est tout un ensemble, en fait, des mécanismes qui doivent être mis ensemble et avec les acteurs politiques, mais également avec nous. Plusieurs choses, au fait, doivent être retenues ici, qui ont contribué à l'échec de l'instauration de la paix en République démocratique du Congo. Vous vous souvenez de tous les accords qui ont été signés depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Dans tous ces accords, l'élément crucial et fondamental qui a manqué, c'est la justice. Nous n'avons jamais compris de pourquoi, à chaque fois qu'il y a des accords de paix, la justice semble ne plus devenir une solution ou un recours à ceux qui négocient, mais par contre, c'est la politique qui devient leur priorité. Est-ce que l'élément contextuel... Une politique qui ne se construit pas sur la justice n'en est pas une. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est la justice qui peut rendre responsable chacun de ces acteurs, responsable de ses actes sur le plan pénal dans un pays ou même sur le plan international. Mais quand vous prenez quelqu'un qui est susceptible d'avoir commis des crimes et des crimes internationaux, des crimes extrêmement graves, et que vous vous arrogez le droit et le pouvoir d'intégrer cet auteur, ces bourreaux, dans un gouvernement, vous lui accordez des postes et des responsabilités, c'est un message que vous êtes en train d'adresser à d'autres générations qui vont se dire, nous aussi nous ferons la même chose pour obtenir ce que ceux-ci ou ceux-là ont obtenu par la guerre. C'est là où nous avons échoué. La seule chose et le seul élément qui semble en fait ressortir de desiderata de ces personnes-là, c'est d'abord le partage du pouvoir. Et même ceux qui prétendent être dans l'opposition, quand vous regardez juste le profil de ces gens, ils proviennent d'où? Du gouvernement. Voilà. Ouais. Alors, merci beaucoup. C'est déjà trop intéressant. Maintenant, la question qui se pose, c'est par rapport à la cartographie du conflit congolais actuel. Parce que le Congo traverse une crise politique, sécuritaire depuis plusieurs années. Et travaillant auprès des victimes, vous
vous vous battez plus pour une perception nationale plutôt que régionale du conflit, dans le sens que c'est pas la guerre de l'Est du pays, mais c'est une guerre nationale. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette vision globalisante? Merci beaucoup. En fait, il faut toujours contextualiser les choses pour mieux peut-être l'expliquer. Nous sommes dans un contexte des conflits en République démocratique du Congo qui sont plusieurs fois logés dans la partie Est, je dis bien, dans la partie Est, mais de la République démocratique du Congo. Le conflit ne se déroule pas dans un pays de l'Est. Le conflit se déroule dans le pays qui est la République démocratique du Congo, dans sa partie qui se trouve à l'Est. Donc, le conflit de l'Est est avant tout le conflit de la RDC. Parce qu'il s'agit c'est la RDC qui est en cause. C'est la souveraineté de la RDC qui est remise en cause. Ce sont les victimes de la République démocratique du Congo et qui se trouvent sur le territoire de la République démocratique du Congo, qui sont victimes de tous ces conflits qui se déroulent dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Donc, cette manière de vouloir localiser le conflit comme étant le conflit lointain par rapport à ceux qui sont à l'ouest, c'est une mauvaise stratégie. Et je pense que ça a été fait à dessein par certains acteurs politiques pour exactement minimiser l'impact de ces conflits et minimiser aussi ou décourager une sorte d'éveil patriotique national pour prendre conscience que le conflit, en réalité, n'est pas un conflit contre le peuple de l'Est, mais le conflit, il est en réalité contre toute la population congolaise, où qu'elle soit. Donc, si je comprends bien, les dangers qui planent par rapport à cette catégorisation du conflit à l'Est de la RDC, c'est beaucoup plus la démobilisation, si je peux dire, et la solidarité nationale. Il y a une démobilisation nationale. Il y a également ça a un impact sur la solidarité nationale, mais pire encore, ça a un impact sur l'exclusion même des victimes de l'Est qui sont victimes de ces conflits. Écoutez, dans nos passeports, mon passeport congolais, nous n'avons pas une nationalité de l'Est. Nous avons la nationalité congolaise. Et donc, c'est un conflit qui est sur le plan national. Et nous devons combattre, mais je dis bien combattre, avec une forte force, avec une forte énergie, tous ces courants qui manifestement souhaitent au fait aujourd'hui donner une connotation autre que celui que ce conflit doit avoir, c'est-à-dire une connotation régionale. Il s'agit bien d'un conflit plutôt qui concerne la République démocratique du Congo. Et j'irai encore plus loin. Ces conflits, sur le plan du droit international, ce conflit est caractérisé aujourd'hui comme un conflit international. Il n'est plus caractérisé comme un conflit national. Ça, c'est intéressant. Mais oui, c'est ça. Ce sont les droits internationaux. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes juridiques, j'ai fait les droits internationaux, donc je comprends directement. Mais si vous pouvez expliquer dans des termes pour eux, de comprendre qu'est-ce qui change par la qualification La qualification des conflits actuels, notamment celui qui est mené par les guerres successives, notamment par les M23, du moment où nous avons l'implication des États étrangers dans ces conflits, en l'occurrence le Rwanda, l'Ouganda, au fait, ce conflit n'est plus un conflit uniquement national. Il devient un conflit à caractère international selon le droit international. Est-ce que ce n'est pas un conflit internationalisé? Au fait, qu'on l'appelle internationalisé, ça ne change pas grand-chose. Parce que l'élément central ici, c'est
l'existence ou l'implication d'un État ou des États étrangers qui jouent un rôle majeur, je dis bien majeur, au regard de tous les rapports, des rapports et c'est les débats extrêmement actuels, sérieux ce n'est plus limité au rapport. des Nations Unies, des Nations Unies et d'autres rapports d'ailleurs qui remettent en cause le fait que, par exemple, le gouvernement rwandais, il est celui qui a le contrôle presque déterminant sur les éléments du M23. Aujourd'hui, le contrôle du Rwanda sur les M23, au fait, change la donne dans la qualification sur le plan du droit international de ces conflits. Et qui devrait être impliqué dans les négociations à venir si négociations existent, s'agissant des populations locales? Parce que notamment, dans les passés, c'était plus les notables, comme je le disais, et les confessions religieuses. Cela semble poser problème actuellement. Mais pour une prise en considération des besoins des victimes dans les négociations, qui devrait être pris en compte dans les négociations peut-être à venir? Aujourd'hui, quand on parle des négociations, tous ces soi-disant politiques, et tout le monde devient subitement opposant au pouvoir. Parce qu'il y a un gâteau finalement qu'on veut se partager à nouveau. Mais les personnes qui ont été victimes systématiques des actes de la part de ces bourreaux ne sont jamais impliquées dans des négociations. Et quand les gens nous disent que la population doit absolument... Mais cette population va négocier avec qui? Moi, je vais négocier avec celui qui est venu dans mon village, dans ma ville, me tuer sans aucune raison. Je ne sais pas pourquoi j'ai été tuée, pourquoi ma mère a été tuée, pourquoi mon enfant a été enrôlé, pourquoi ma femme, ma mère a été violée. En fait, ce sont ces questions que les gens se posent chez nous. C'est pas d'abord, on va négocier avec qui? C'est ça la question. En fait, d'une part, il y a une négociation sur le plan politique. Ce sont des mécanismes qui sont là. Qui permettent de sortir de la crise. Mais j'estime aujourd'hui qu'il est important que la population victime de ces conflits récurrents, de la part des mêmes individus, des mêmes groupes armés, puisse avoir aussi leur mot à dire. Parce qu'il faut se souvenir d'une chose. Les populations qui sont victimes des crimes d'aujourd'hui, ce sont les mêmes populations qui ont été victimes de toutes ces guerres qui ont eu lieu depuis 1996, avec l'avènement de AFDL. Après AFDL, ça a été RCD. Après RCD, ça a été CNDP. Ouais. Après CNDP, ça a été M23. Et actuellement, c'est AFC. Demain, ils vont ils vont se muer à un autre groupe, mais en réalité, ce sont les mêmes acteurs, avec les mêmes objectifs, avec la même politique, avec les mêmes victimes. Donc, vous trouverez des familles qui ont déjà enterré au moins plusieurs dizaines de personnes du fait des actes de ces personnes-là. Et qu'est-ce que cette population pense de ces personnes? Mais ma thèse porte sur la question, c'est pourquoi je suis trop intéressé à ce sujet. Parce que je me souviens qu'une des questions qui m'a été posée, c'était de savoir comment vous définissez les victimes des différentes guerres actuelles ou dans le passé au Congo. Qui est victime? Parce que cela aide aussi à déterminer qui peut être appelé s'il faut discuter. Oui, le droit national congolais, comme le droit international d'ailleurs, a posé quelques principes pour qualifier de telles personnes victimes. Et dans le cadre en fait, en l'occurrence, là, nous parlons du conflit ou des conflits récurrents et systématiques de la République démocratique du Congo. Les victimes, en fait, il est tout à fait possible, et c'est très simple, de pouvoir accorder la qualité des victimes sur la base, 1, de crimes, 2, du préjudice qui découle de ces crimes, et 3, sur la base également des auteurs des crimes. Alors,
sur la base des crimes, il y a eu plusieurs conflits chez nous à RDC. Que ce soit les conflits qui ont commencé en 1996 jusqu'à aujourd'hui, il est tout à fait possible de pouvoir déterminer le temps, en fait, l'espace temporel des crimes dont une personne a été victime, l'espace également géographique, c'est-à-dire dans quelle partie du pays, ou dans quel village, quelle région cet individu a été victime, et il a été victime des actes de quel groupe, de quel groupe armé. Ce sont ces éléments simples, en fait, qui devraient octroyer la qualité des victimes aux victimes congolaises, des victimes des actes. Oui, mais parmi les critiques de la justice transitionnelle, je pense que c'est de ça dont on parle en quelque sorte aussi, qui permet aux victimes d'avoir la possibilité au moins de discuter par rapport à ce qui leur est arrivé et de comprendre au moins pourquoi je suis là, pourquoi je suis victime. Parmi les critiques, il y a aussi le fait que la justice transitionnelle ouvre une porte à l'impunité. Parce que selon certains auteurs, la justice transitionnelle, ça permet aux bourreaux de s'en sortir parce qu'il s'agit de pardonner et de passer à autre chose. Dans le contexte congolais où il y a une répétition constante des guerres due à l'insatisfaction des intérêts politiques, pensez-vous que la justice transitionnelle serait efficace ou c'est juste une autre façon juste d'appliquer quelque chose de nouveau? Je pense que c'est mieux, vraiment, comment je peux dire ça en français, c'est une compréhension mauvaise de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle n'a pas pour mandat, n'a pas pour objectif de pouvoir, au fait, venir faire asseoir l'impunité. Dans la justice transitionnelle, nous avons plusieurs volets. Il y a également ce qu'on appelle le volet poursuite. Il y a le volet pardon de la part de ceux qui ont réellement demandé pardon et qui ont donné la garantie de ne plus répéter ce qu'ils ont fait. Je donne un exemple. Vous savez ce qui s'est passé, par exemple, au Rwanda avec le gachacha. C'était une manière, c'était une manière de poursuivre notamment des auteurs vers qui la justice nationale ou internationale ne pouvait pas s'intéresser. Parce que quand nous sommes dans un contexte de crimes de masse. Et crimes de masse, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs individus qui ont commis les crimes. Je vais vous donner un tout simple exemple. Pendant la prise de Goma, il y a eu des jeunes de Goma qui ont disparu. Oui. Parfois d'autres qui ont été tués systématiquement. Je parle d'abord de ceux qui ont disparu parce qu'ils ont été enrôlés de force dans le groupe armé M23 et même dans d'autres groupes armés. Ce sont nos enfants, mais qui deviennent des bourreaux. Parce qu'ils ont été amenés quelque part. Il y a eu ce qu'on appelle le lavage des cerveaux. Du jour au lendemain, cette personne, contre son gré, il prend une arme, il revient dans son quartier, il commence à tuer. Pas parce qu'il a voulu tuer, mais parce qu'il est contraint de le faire pour ne pas qu'il soit tué. Ou que sa famille subisse des représailles. Exact. Donc, à ces individus-là, nous devrions être souples pour avoir d'autres mécanismes de justice pour pouvoir également les insérer surtout dans la vie sociale pour ne pas le perdre. C'est tous ces mécanismes-là, au fait, qui doivent apporter aujourd'hui des réponses adéquates et adresser également des réponses adéquates, justes et efficace contre d'autres aspects de l'impunité en République démocratique du Congo. Donc, d'une part, nous aurons une justice transitionnelle qui doit exiger l'instauration d'un tribunal pénal spécial international pour la République démocratique du Congo, une justice transitionnelle qui doit absolument exiger à ce que ce tribunal soit aidé, soit appuyé par des chambres spécialisées et par les juridictions militaires et civiles de la République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, nous aurons, ça c'est sans doute, des mécanismes, par exemple, de réconciliation qui doivent être mis en place,
qui peuvent également aborder l'aspect que vous venez d'aborder. Merci beaucoup, Evelyne Nombé. Nous devons déjà chuter. C'est très intéressant, ce sujet sur la justice au Congo et la participation des victimes dans la recherche de la reconstruction de la paix en RDC. Il me reste juste peut-être des questions. La première, c'est de savoir est-ce que nous allons dans la bonne direction en observant ce qui se passe au pays actuellement et les efforts qui sont fournis. Il y a de l'autre côté les actions du docteur Mukwege, de la Fondation Panzi et d'autres organisations locales qui poussent plus actuellement pour chercher l'instauration de cette justice transitionnelle. Et de l'autre côté, il y a aussi ces différents débats qui cherchent à avoir cette rencontre nationale des Congolais et discuter par rapport à la sortie de la crise sociopolitique qui se passe actuellement. Êtes-vous optimiste par rapport à ça ou vous pensez que nous allons encore vers la porte du recyclage de notre cycle de conflits? J'ai peur j'ai peur de ma réponse en fait. J'ai peur de ma réponse que je vais vous donner ici. Oui. Je suis animée d'un sentiment du pessimisme en fait. Quand je vois ce qui se passe autour de nous dans notre pays et dans notre pays. Je vais prendre le deuxième volet de votre question, c'est-à-dire tout ce qui s'est fait autour du dialogue et autres. Moi, tout ce que j'aimerais, et ça c'est vraiment, je suis en train c'est mon appel envers toutes les couches, toute la population congolaise. La population congolaise incluse également les acteurs des politiques et autres. Écoutez, ces dialogues n'est pas un endroit où on va venir sanctifier ceux qui ont été à la base et d'ailleurs de la souffrance de peuple congolais. Ça ne doit pas être vraiment le lieu de la sanctification de tous ceux qui ont été impliqués de manière directe ou indirecte dans ces crimes. Ces dialogues congolais n'est pas le lieu où on va venir encore amnistier et nous contraindre à oublier les méfaits de cette guerre ou de toutes ces guerres et également les auteurs de cette guerre. Ces dialogues n'est pas un endroit où on va venir, en fait, nous imposer nous imposer le silence quant à la dénonciation, ça c'est de un, mais également la nomination, parce que toutes ces guerres doivent être nommées. Oui. Et c'est à nous de le faire. C'est pas à ces politiques de le faire. Parce que pour la plupart du temps, ils sont également des acteurs indirects ou directs de ces conflits. La plupart de ces acteurs, d'ailleurs, ils sont incapables même de reconnaître que nous avons été agressés, de reconnaître qu'il y a une armée étrangère quand même qui se rend coupable des crimes extrêmement graves sur nos territoires. Ils sont incapables de reconnaître que les M23 et tant d'autres groupes armés sont responsables quand même des crimes extrêmement graves, c'est-à-dire des crimes imprescriptibles. Ça, si ce dialogue va venir mettre de côté tout ça, ce n'est pas un dialogue. C'est un partage du gâteau, malheureusement, du gâteau qui a été préparé sur les tombes, les fosses communes et sur le sang des victimes. Le président Tshisekedi était de cette position de dire que dialoguer, oui, mais pas dialoguer avec les gens qui ne peuvent pas dénoncer l'assistance du Rwanda ou l'intervention directe du Rwanda dans les conflits actuels. Et l'opinion de l'opposition était que c'était pas nécessaire de le faire pour prouver que on a besoin de discuter par rapport à ce qui se passe au Congo. Que pensez-vous de cela? Je ne prendrai ni position du pouvoir, ni position de l'opposition. Je parle ici en tant que peuple, en tant que population de l'Est, en tant que victime également de cette sauvagerie. J'appelle ça sauvagerie qu'on nous a imposée depuis 1996. Donc, je ne prendrai ni position du gouvernement, ni position. Chacun est libre de prendre sa position, comme également moi en tant que victime et en tant que peuple, je suis également libre de prendre ma position et d'expliquer ma position.
Oui. Merci beaucoup. En tout cas, c'était une bonne discussion, c'est Evelyne. Merci. Et l'épisode sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. OK. Et je ne sais pas si vous avez un mot final par rapport à ce qui nous suit. Écoutez, un mot final, c'est nous dire, au fait, aujourd'hui, il est important de devenir des acteurs principaux dans la lutte contre l'impunité. Ça doit être notre premier objectif dans ces conflits, au fait. Exiger qu'il y ait des responsabilités qui doivent suivre ceux qui se sont rendus responsables des crimes, de loin ou de près, dans tous ces conflits. Deuxième chose, c'est exiger qu'il y ait quand même aujourd'hui une transmission de mémoire. Ce qui n'a jamais été fait. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre actuelle. Mais peut-être dans 10 ans, nous allons l'oublier. Parce que c'est ce que la plupart des acteurs actuels veulent. Qu'on oublie la guerre de Kisangani, qu'on oublie les différentes guerres qui ont commencé depuis 1986, 1996, Makobo, Lasake et autres, qu'on oublie tout et qu'ils puissent au fait nous imposer une histoire qui soit une histoire fausse. C'est pour cela que nous voulons aujourd'hui qu'il y ait une histoire qui doit être écrite par les survivantes, c'est-à-dire les victimes, une histoire qui doit provenir de la justice et une histoire qui doit être écrite par des scientifiques qui doit être une histoire qui est juste, qui est objective et qui est également neutre et sérieuse. Merci beaucoup. Mais une dernière question, toute dernière, c'est par rapport à la position de certains qui pensent que les régimes en place ou les différents régimes que nous avons eus utilisent la justice pour exclure et punir. Ne pensez-vous pas qu'avec tel processus où, bien sûr, qu'il y a recherche de la justice, la politique pourrait aussi s'en servir comme instrument pour écarter et pour punir? Parce que c'est ce que certains opposants craignent. Déjà en voyant quelques actions où pour, comme nous le disons en anglais, des petty crimes, ils sont poursuivis, ils sont jugés sévèrement et de l'autre côté, il n'y a pas de poursuites du camp du régime. Ne pensez-vous pas que telle procédure pourrait avoir comme impact de traquer et d'exclure certains politiques? C'est pour ça que j'ai parlé de la réforme également de la justice en République démocratique du Congo. On ne peut pas se servir d'une injustice pour combattre une autre injustice. C'est la justice qui combat l'injustice et non le contraire. Et quand on se sert de la justice comme instrument pour faire mal aux autres, alors vous devenez un acteur de l'impunité et vous êtes automatiquement disqualifié pour être un acteur de paix ou acteur de justice. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir.